Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. À la une, la réunion annuelle de la fondation Mo Ibrahim. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'est vue remettre le prix de la fondation à Kigali, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État africains. Nous retrouverons notre envoyée spéciale à Kigali, Julie Dungeloff. C'est aujourd'hui le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Nous irons au Bénin où des chercheurs sont parvenus à identifier 6000 esclaves et tentent de transmettre l'histoire pour ne pas oublier. Et puis la secrétaire générale de la FIFA est dans la tourmente. Fatma Samoura dément les accusations selon lesquelles elle aurait un lien de parenté avec El Hadji Diouf, ambassadeur de la candidature marocaine pour l'organisation du Mondial 2026. La candidature du Royaume est-elle compromise? Nous poserons la question à El Hadji Diouf dans ce journal. Mais d'abord, la consécration et la reconnaissance pour Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, vient de recevoir le prix de la fondation Mo Ibrahim à Kigali. Ses efforts en vue de la réconciliation dans son pays ravagé par des années de guerre civile lui ont valu cette récompense. Sa bonne gouvernance a également été distinguée. Écoutez, elle était au micro de Julie Dungeloff et Rob Parsons. That is possible. Il est possible d'atteindre ces choses essentielles. Le bien-être du peuple et en même temps lui laisser la liberté de choisir, de participer. Je pense aussi que toute démocratie doit aussi prendre en compte la culture, les traditions, les spécificités de chaque pays. Si on veut réussir. Et on retrouve à Kigali notre envoyée spéciale Julie Dungeloff. Julie, pouvez-vous nous en dire plus sur ce prix ? Oui, ce prix a été lancé en 2007 par le milliardaire Mo Ibrahim. Mohamed Ibrahim, c'est un milliardaire soudanais, anglo-soudanais, qui a fait fortune dans la téléphonie mobile. Le but, c'est de récompenser les chefs d'État qui font bonne gouvernance et qui respectent la démocratie. Alors, depuis 2007, l'année de sa création, ce prix n'a été remis qu'à 4 reprises. Et depuis 2014, il n'avait pas trouvé de candidat qui respectait tous ces critères. Vous l'avez dit, donc c'est Ellen Johnson Sirleaf qui a reçu ce prix, cette récompense pour avoir respecté tout simplement la constitution de son pays, pour avoir cédé le pouvoir en temps et en heure à l'ex-star du football, George Weah. C'était il y a quelques mois. Alors que gagne Ellen Johnson Sirleaf? La coquette somme de 5 millions de dollars sur 10 ans et de 200 000 dollars chaque année. Une coquette somme qui pourrait encourager d'autres dirigeants à quitter le pouvoir en temps et en heure. Merci Julie Dungeloff pour vos précisions depuis Kigali. Il y a 170 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bateaux négriers d'un des plus grands ports de traite à Ouidah, dans l'actuel Bénin. Le pays, berceau de la religion vaudou, apporte aujourd'hui sa contribution à la mémoire de l'esclavage. Voyez ce reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Sur ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînés ont marché péniblement jusqu'à cette plage de la côte du Bénin, à Ouidah. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli. Symbolisé par ce monument, c'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques, leur faire le lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navires. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leur chaîne grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Chango ou Ervieso, en langue locale. Un adepte en transe a réussi à arracher cette chaîne aux négriers qui allaient de village en village et qui capturait des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin
de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les 3 premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afrodescendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine. Si, pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leur ancêtre dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement, car les plus jeunes initiés n'ont plus de marques traditionnelles sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface. Dans le reste de l'actualité, au Malawi, des milliers de personnes ont défilé vendredi dans 6 villes du pays vêtues de rouge. Les protestataires ont appelé à la démission de l'ensemble des ministres et du président Peter Mutharika, tous accusés de corruption. Il s'agit des manifestations antigouvernementales, des premières manifestations antigouvernementales depuis 2011. Il y a 7 ans, la police avait ouvert le feu tuant 20 civils. Des manifestations antigouvernementales également à Madagascar. La crise politique inquiète les Nations Unies. Le secrétaire général Antonio Guterres a dépêché sur place ce vendredi son conseiller spécial pour tenter de jouer les médiateurs. Car depuis une semaine, les manifestants se mobilisent quotidiennement et appellent à la démission du président Eri. Et le mouvement est loin de s'apaiser. Il pourrait bien se transformer en grève générale, comme nous l'explique notre correspondante Gaëlle Borgia. Ils se font appeler les députés du changement depuis quelques jours. Chaque matin, ils se réunissent ici, à l'hôtel de ville, pour haranguer une foule de mécontents. Le changement qu'ils réclament, c'est la démission immédiate du président de la République, qu'ils accusent de dérive dictatoriale, de corruption et d'avoir fait réprimer une manifestation dans le sang samedi dernier. Le temps fort de la contestation est attendu ce samedi. Un grand rassemblement autorisé par le préfet est prévu. Des manifestants venus de plusieurs régions de Madagascar sont déjà arrivés. D'autres sont attendus demain. Ross, un célèbre chanteur malgache qui est aussi député, devrait donner un grand concert lors de ce rassemblement. La contestation devrait prendre une toute autre tournure à partir de la semaine prochaine puisque les députés ont annoncé qu'ils étaient prêts à aller dans les ministères pour bloquer l'administration. On invite les fonctionnaires à venir ici lundi. On avise les services publics et les ministères. S'ils n'envoient pas leurs fonctionnaires, on va venir nous-mêmes les chercher dans chaque ministère. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée malgré des négociations menées par l'Union africaine. Si les syndicats des ministères suivent le mouvement, la contestation pourrait se transformer en grève générale. En bref, et en images, au Mali, 12 civils touaregs, dont des personnes âgées et des enfants, ont été tués jeudi dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger. Selon les communiqués de 2 groupes armés présents dans la région, un groupe d'hommes à moto ont fait irruption dans un campement d'Aklaz et ont ouvert le feu sur les civils. 4 assaillants auraient par ailleurs été tués vendredi. Cet accident ferroviaire en Afrique du Sud, un train a percuté un véhicule sur un passage à niveau du Cap. Le bilan en fait état de 7 morts. Selon le porte-parole de l'entreprise ferroviaire Metrorail, il s'agit d'une erreur humaine. Les barrières du passage à niveau étaient abaissées. En 2010 déjà, un autre accident au même endroit avait causé la mort de 10 enfants. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria. L'assaut a eu lieu dans un quartier en banlieue de Maiduguri. Les djihadistes ont affronté l'armée et les milices d'autodéfense pendant plusieurs heures. Selon l'Agence nationale de gestion des urgences, 4 civils ont été tués. La police de l'État de Borno fait état de 2 morts. Et puis en République démocratique du Congo, au moins 47 personnes ont péri noyées dans le naufrage de leur embarcation alors qu'elles fuyaient des affrontements entre soldats et bandes armées. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la province du Sud, Ubangi. L'embarcation surchargée s'est retournée dans la rivière qui marque la frontière entre la RDC et la République du Congo, d'où étaient venues les bandes armées.
La candidature du Maroc en tant que pays hôte du Mondial 2026 est-elle compromise? La secrétaire générale de la FIFA est dans la tourmente. Fatma Samoura est accusée d'avoir dissimulé un éventuel lien de parenté avec El Hadji Diouf et qui milite pour la candidature du Royaume pour la compétition. Fatma Samoura dénonce des allégations ridicules et sans fondement. Elle a d'ailleurs reçu le soutien du président de la FIFA, Gianni Infantino. Nous sommes en ligne avec El Hadji Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien international sénégalais et ambassadeur pour le Maroc dans la candidature du Maroc pour le Mondial 2026. Ma première question, elle est très simple, très directe. Est-ce que Fatma Samoura est membre de votre famille, proche ou éloignée? D'abord, vous m'avez dit est-ce que j'étais ambassadeur du Maroc pour la candidature du Maroc 2026. Je suis fier de l'être. Et je tiens à nier en bloc les allégations fallacieuses faisant état de l'existence d'un pseudo-lien de parenté entre Mme Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, et moi-même. D'autant que le nom Diouf est celui d'un très grand de nos compatriotes sénégalais. Donc, ça, Fatma, je l'ai vu la première fois au Gabon. Je crois que c'était la Coupe d'Afrique au Gabon, la Coupe d'Afrique passée. C'était la première fois qu'on se voyait tête à tête, où on se parlait. El Hadji Diouf, est-ce que vous considérez cette affaire comme une manœuvre des États-Unis qui se porte aussi candidat à la compétition? Manœuvre, il y a bien quelqu'un qui est au-dessus de ça, ou bien en dessous de ça. Il y a quelqu'un qui est en train de raconter n'importe quoi. Et même pour vous dire la vérité, mon vrai nom de famille, c'est pas Diouf. Pour vous dire seulement, mon vrai nom de famille, c'est pas Diouf, c'est Diallo. Donc, pour vous dire seulement que c'était du n'importe quoi et que là, en parlant de ça, je dis que moi et Fatima et moi, on a un même pays qui nous unit et que nous chérissons dans le Sénégal. Madame Samoura est une compatriote pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. C'est une battante au parcours exceptionnel et aux exemples de réussite pour la femme africaine, voire la femme du monde. Pensez-vous qu'il y a eu des... une grande sœur, c'est tout. Pensez-vous qu'il y a eu des pressions politiques? On n'a rien de familial. On n'a rien de familial. Je suis issu de Saint-Louis. Je suis issu de Saint-Louis, de Balakos. Et ça n'a rien à voir. Franchement, je ne sais pas qui est derrière. Ça fait même rire aux Sénégalais. Ça fait rire aux Sénégalais, ça fait rire à toute la population sénégalaise. Ça je ne sais pas qui l'a sorti, mais je crois que la personne qui l'a sorti, elle voulait se donner de l'importance. Mais comme je l'ai dit, notre candidature, le Maroc, c'est une candidature... la candidature du Maroc, c'est une vraie candidature. Et c'est ça peut-être qui leur choque. El Hadji Diouf, les experts de la FIFA étaient en inspection cette semaine au Maroc. Est-ce que le Royaume a encore toutes ses chances? Bien sûr, le Maroc a placé sa candidature sur le signe du fair play et du respect des règles et de bonne conduite. Je ne saurais donc accepter ce type de rumeurs déplacées et sans fondement. Sans fondement aucun. Moi, ce que j'ai à dire est que le meilleur gagne. Aujourd'hui, ils ont cherché de partout. Maintenant, ils ont sorti ça. Peut-être que aussi la place de Fatima dérange beaucoup de personnes, il faut le dire. Peut-être que c'est un poste pour un homme et ça dérange beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, voire beaucoup d'hommes au sein de la FIFA. Et ça, le vrai problème. S'ils veulent aujourd'hui amener des problèmes à Fatima, je sais que Fatima, c'est une bosseuse et quelqu'un, avant, il n'a pas attendu la FIFA pour devenir la personne qu'elle est. Et si on regarde son parcours exceptionnel, on ne peut rien dire d'elle. Maintenant, comme je dis, ça dérange. Une femme qui a une place aussi importante, secrétaire général de la FIFA, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de chercher la bête, mais la bête, c'est pas pour faire tomber Fatima Samoura, il faut se lever tôt le matin. On aura compris votre soutien à Fatma Samoura. Merci El Hadji Diouf. La réponse est attendue le 13 juin prochain à Moscou. Merci El Hadji Diouf d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.